suite. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'était il y a un an, la réouverture de Notre-Dame de Paris, sauvée des flammes, miraculée, et la gratitude d'Emmanuel Macron. Gratitude à l'égard de tous ceux qui ont sauvé, aidé et rebâti Notre-Dame de Paris. Et parmi ceux qui l'ont rebâti, il y a Marie Parent, cette restauratrice en peinture murale, fait partie des compagnons, les petites mains qui ont œuvré à la renaissance de la cathédrale. Elle y est retournée aux côtés d'Antoine Bienvaux pour Europe 1 reportage. Elle a beau y avoir consacré près de 4 ans de sa vie pendant la restauration, Marie Parent ne se lasse jamais de Notre-Dame. C'est très agréable parce que maintenant, quand je rentre dans la cathédrale, je ne suis plus restauratrice de peinture, je suis une visiteuse. Et là, vraiment, on a un sentiment d'ensemble. Tout est homogène, tout est magnifique. Un résultat harmonieux auquel Marie Parent a contribué avec ses petits pinceaux pour restaurer les peintures des chapelles qui entourent le chœur. Quand on a nettoyé les peintures, j'avais très peur de la réaction des gens parce que c'était quand même très sale, donc la gamme de couleurs est sortie extrêmement lumineuse. Mais là, ça ne choque pas du tout parce que tout est homogène. Les couleurs qui sont très chatoyantes sont vraiment en accord avec la pierre. Donc les gens ne sont pas du tout choqués. Alors parfois, pour mesurer l'engouement du public, Marie Parent se fond dans la foule pour observer les visiteurs. Ils sont enchantés. Ils ont la bouche ouverte comme les enfants. Ils regardent tout d'un air béat. Franchement, on sent qu'ils sont enchantés d'être là. Des fois, je vois des gens qui touchent les peintures, donc je suis pas très contente, mais je leur dis rien parce que je suis plus chez moi. Bon, en même temps, je me dis, ça fait 5 ans que le monde entier parle de Notre-Dame, donc c'est un peu légitime. En sortant de la cathédrale, elle salue chacun des compagnons qui travaillent encore sur le chantier. Pas un adieu, mais un au revoir en attendant la prochaine visite. Antoine Bienvaux, vous êtes avec nous en direct ce matin. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. On vient d'entendre votre reportage. En un an, 11 millions de visiteurs ont arpenté les dalles de la cathédrale, ont vu le travail magnifique de Marie Parent. Mais on n'est pas au bout du chantier. Il reste encore 50 travaux pour achever les réparations extérieures. Oui, et notamment sur les arcs-boutants. Vous savez, ceux qui entourent une partie de la cathédrale, ils sont en très mauvais état depuis des années. Et ils vont donc être restaurés, voire pour certains totalement reconstruits dans les prochains mois. Et puis l'autre grand chantier, c'est le nettoyage des roses. Ces 3 grands vitraux que l'on voit sur les façades du bâtiment. Et pour cela, les compagnons vont utiliser une technique bien particulière, comme l'explique Philippe Jost. Il est le président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame et il était l'invité d'Europe 1 ce matin à 7h10. On dépose les vitraux, on les restaure en atelier et on les repose. Quand on dépose des vitraux, on remplace les vitraux par du verre avec en impression le dessin des vitraux et leurs couleurs. Donc un regard qui ne ferait pas attention pourrait ne même pas s'en apercevoir. Et pour réaliser tous ces travaux, la cathédrale lance un nouvel appel aux dons auquel vous pouvez participer dès à présent sur le site de Notre-Dame de Paris. Et puis si vous voulez en savoir plus sur le chantier, nous vous racontons tout dans un podcast au cœur de l'actu disponible dès à présent sur europe1.fr. Merci Antoine Bienvaux. Notez à Marseille, après plus de 9 mois de travaux de rénovation, la statue de la Bonne Mère qui trône au-dessus de Notre-Dame de la Garde a été dévoilée hier soir, célébrée par une messe et un magnifique spectacle son et lumière. Voilà, de bonnes nouvelles pour le patrimoine français qui ne compense pas, ne répare pas ce qui s'est passé au Louvre. Vous l'avez vu, c'est cette galerie des antiquités égyptiennes malheureusement dégradée. 400 ouvrages antiques dégradés par une inondation. Pour l'heure, sur Europe 1, 8h04, la France aura-t-elle un budget pour la sécurité sociale? La réponse est entre les mains des députés. Sébastien Lecornu continue de multiplier les négociations pour éviter le pire. L'absence de budget, la hausse du déficit, l'éventuelle chute du gouvernement. Les efforts du Premier ministre vont-ils porter leurs fruits? Réponse demain, Jacques Serret, lors du vote solennel du volet dépenses du projet de loi de finances de la Sécu. Oui, c'est la question qui obsède Sébastien Lecornu. Vendredi, la partie recette a été validée, mais seuls 338 députés ont voté. Hémicycle clairsemé, notamment côté RN. Demain, l'hémicycle sera plein et là, tout peut basculer. Et selon nos décomptes à Europe 1, ça peut passer, mais de justesse, à quelques voix près. À ce stade, environ 240 voix contre, RN, LFI, écologistes, UDR, environ 250 pour. Les socialistes qui ont obtenu la suspension des retraites, les macronistes et Horizon après un compromis sur la CSG. Mais la clé reste les républicains, 49 voix qui peuvent tout faire tomber. Bruno Retailleau dénonce un hold-up fiscal et laisse à ses députés l'abstention ou le vote contre. Alors dans les couloirs, la tension est palpable. Le gouvernement met la pression, déficit de 30 milliards. Risque de crise politique, économique, sociale. Pour séduire les écologistes, un geste sur les hôpitaux sera présenté demain, plus 3% de dépenses au lieu de 2%. Demain, tout se joue et le gouvernement le sait, chaque voix compte. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. C'est un ouvrage très attendu, celui de Nicolas Sarkozy, journal d'un prisonnier qui paraît ce mercredi chez Fayard. La prison fut pour moi une épreuve que j'ai essayé de rendre la plus productive possible, écrit l'ex-chef de l'État, assurant avoir appris beaucoup à la santé sur les autres
comme sur lui-même. Sa solitude durant ses 20 jours de détention, ses retrouvailles avec la foi, ses relations à distance avec ses proches. Nicolas Sarkozy n'est élu de rien, pas même l'actualité politique dont il livre son analyse, Alexandre Chauveau. 4 jours avant son placement en détention et malgré leurs relations distendues, Nicolas Sarkozy se rend à l'Élysée à l'invitation d'Emmanuel Macron. Son hôte semble alors seulement s'inquiéter de son incarcération à venir. Il développa une énergie impressionnante et sympathique, mais qui m'a paru à la fois trop tardive et assez brouillonne, écrit Nicolas Sarkozy à propos de son successeur. L'ancien président raconte également son coup de fil à Marine Le Pen, quelques jours avant son incarcération, qui l'interroge sur d'éventuelles élections législatives à venir. Vous associerez-vous à un quelconque front républicain, demande la chef de file des députés RN. Non, répond Nicolas Sarkozy, qui promet, le moment venu, de prendre position publiquement sur le sujet. Une idée qu'il développe quelques pages plus loin. Exclure les électeurs RN du champ républicain serait une erreur et un contresens, écrit Nicolas Sarkozy, qui appelle sa propre famille politique au rassemblement, je cite, sans exclusive ni anathème. Tout autre choix ne conduira qu'au repli et à l'échec, avertit le fondateur des Républicains. Alexandre Chauveau. L'actualité internationale, Volodymyr Zelensky est à Londres aujourd'hui. Il va y retrouver les dirigeants britanniques, français et allemands. Le président ukrainien retrouve ses alliés pour un point sur les négociations en cours dans le cadre de la médiation américaine, alors que Donald Trump lui a reproché hier de ne pas avoir lu sa proposition de paix. Écoutez. Je dois dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition. Son peuple l'adore, mais lui non. La Russie est d'accord. La Russie préférerait sans doute avoir tout le pays. Mais la Russie est, je crois, d'accord. Je ne suis pas sûr que Zelensky le soit. Son peuple adore la proposition, mais lui ne l'a pas lue. Un nouveau tacle de Donald Trump à l'endroit du président ukrainien. L'Union européenne s'apprête à serrer la vis aux migrants. Elle devrait entériner aujourd'hui pour la première fois 3 textes qui visent à durcir l'accueil des étrangers en situation irrégulière et leur renvoi, avec notamment des sanctions plus dures pour ceux qui refusent de quitter l'Union. Et puis c'est un film qui a marqué des générations de cinéphiles, vous l'avez évidemment reconnu. Les Dents de la Mer, bien sûr. Certains sont encore traumatisés. Moi, par exemple, vous peut-être aussi, Dimitri. D'autres nourrissent encore une peur bleue des requins depuis ce film culte de Steven Spielberg. 50 ans après sa sortie, une bande dessinée raconte en détail les anecdotes du tournage. Son nom, Sébastien Bordenave, Les mâchoires de la peur. Pour Quentin Tarantino, c'est le film parfait. Les Dents de la Mer est à l'origine un roman sorti 1 an avant l'adaptation cinéma de Steven Spielberg. La BD Les mâchoires de la peur fourmille d'anecdotes. Comment Hitchcock avait été pressenti pour la réalisation. Comment Spielberg, avant d'être désigné, avait réussi à s'incruster sur un tournage du Maître pour l'observer avant de se faire éjecter. Les requins mécaniques capricieux qui n'avaient pas été testés en pleine mer. Un tournage éprouvant mais récompensé. Le film sera le premier de l'histoire du cinéma a rapporté plus de 100 millions de dollars de bénéfices. La BD raconte enfin comment, après la sortie du film, Spielberg tente de nouveau de s'incruster sur un tournage d'Hitchcock. Ce dernier le congédiera encore une fois en disant « Ce n'est pas parce que ce monsieur a fait monter mes actions d'Universal Studios que ça l'autorise à me déranger pendant mon travail ». À la fin de l'ouvrage, une conversation éclairante entre l'auteur et un spécialiste du comportement des requins nous rappelle, s'il fallait nous en convaincre, qu'il est très injuste d'avoir une dent contre eux. Sébastien Bordenave. Allez, ce journal, vos chroniques, la bonne humeur toute la journée. Vous pouvez désormais voir toute votre radio Europe 1 à la télévision. Et oui, sur Europe 1 TV, allumez votre téléviseur si vous êtes chez Free, canal 158, SFR, canal 232, Orange, vous faites le 218, Bouygues, le 239, Europe 1 TV également sur l'application Canal+, chaîne 179 ou 183. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal.